Mon frère s'est moqué de moi après m'avoir trompé avec ma fiancée. Quand tu fais tes 48 H, devine qui est l'appel? Et mes parents l'ont même défendu, c'est un malentendu, il la consolait. Pour vraiment saisir les courants sous-jacents, vous devez comprendre que j'ai un frère adoptif, un homme que j'appellerai Ethan. Dès l'instant où mes parents l'ont fait entrer par notre porte, moi, simple observateur de 4 ans, il a été oint comme le soleil radieux de la famille, tandis que j'étais relégué à la pénombre, un fils biologique traité comme une pensée secondaire confortable. Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque réunion de famille, la pure intensité des efforts investis en lui était palpable, un contraste saisissant avec le traitement que je recevais. Peut-être, en l'absence de lien de sang, ressentait-il une compulsion inflexible à surcompenser, à démontrer leur affection par des gestes grandioses et théâtraux. Ethan était perpétuellement impeccable, il obtenait des notes parfaites, était capitaine d'équipe sportive avec une grâce sans effort, et semblait posséder une maîtrise innée de toute entreprise qu'il choisissait. Moi, pendant ce temps, j'étais le fils ordinaire, la référence. Ce n'était pas que mes parents négligeaient mes besoins de base, la nourriture, le logement et l'éducation étaient toujours fournis. Mais une compréhension insidieuse et tacite imprégnait nos vies, Ethan pouvait aspirer à tout, poursuivre n'importe quel caprice, et on attendait simplement de moi que je m'accommode, que je cède la place. Je me souviens très bien que mon père a manqué ma cérémonie de fin d'études secondaires, une étape importante dans la vie de tout jeune, parce qu'Ethan avait un championnat d'échecs régional prévu le même jour. Cet incident, et d'innombrables autres comme celui-ci, sont devenus le tissu banal de notre normalité. Avance rapide à travers les années, j'ai maintenant 34 ans, et Ethan en a 32. Pendant qu'il prospère dans le monde impitoyable d'un incubateur technologique de renommée mondiale, naviguant dans les couloirs de l'innovation, conduisant une supercar électrique ridiculement chère, et résidant dans un loft tentaculaire et minimaliste surplombant la ligne d'horizon scintillante de la ville, j'ai creusé une niche différente. Je suis devenu ambulancier, gravissant les échelons pour devenir ambulancier de vol l'année dernière, l'un des plus jeunes de notre État à atteindre ce rôle spécialisé et à haute pression. J'adore ma profession, la réalité viscérale de ramener des vies du bord du gouffre, mais aux yeux de mes parents, mes réalisations, aussi critiques soient-elles, n'ont jamais tout à fait été à la hauteur de l'ascension fulgurante d'Ethan dans la stratosphère technologique, son nom murmuré dans des articles sur l'innovation de rupture. Tout, ou du moins c'est ce que je croyais, a changé quand j'ai rencontré Chloé. Elle était un tourbillon de brillance et de beauté, une architecte dont l'esprit concevait des structures élégantes aussi facilement que son esprit vif désarmait et charmait. Son humour, aiguisé et perspicace, m'a captivé dès notre première rencontre. Pour la première fois de mon existence, quelqu'un m'a vraiment vu, non pas comme le frère éclipsé d'Ethan, mais comme Liam, l'individu, l'homme derrière l'uniforme d'ambulancier. Chloé, avec sa cascade saisissante de cheveux auburn et un petit tatouage complexe d'une constellation juste derrière son oreille qui dégageait une sorte de sophistication, et après 3 années transformatrices de rêves partagés et de rires tranquilles, a accepté sans une seconde d'hésitation de m'épouser lorsque je lui ai fait ma demande sur une falaise balayée par le vent surplombant l'océan. La situation, cependant, a commencé à se détériorer lorsque mes parents, avec leur déférence habituelle envers Ethan, ont insisté pour qu'il joue un rôle central dans les préparatifs de notre mariage. Armé de son vaste réseau et de ce don étrange de faire apparaître des avantages de nulle part, il a proposé de gérer tous les contrats avec les fournisseurs et la réservation du lieu, citant ses compétences en négociation et arguant que moi, avec mon emploi du temps exigeant et imprévisible, j'en avais déjà assez à faire. J'ai accepté à contre-cœur, un petit nœud de malaise se resserrant dans mon ventre. Pendant le dîner de répétition, qui s'est tenu dans un hôtel historique opulent qu'Ethan avait réservé, tout semblait se dérouler avec un vernis de normalité, jusqu'à ce qu'une inquiétude grandissante s'installe en moi. Je me suis rendu compte que je n'avais pas vu Chloé depuis près d'1 heure. Puis, mon téléphone a sonné avec un message d'elle, je me sens un peu dépassé. Je suis sorti prendre l'air. Je t'aime. Quand j'ai essayé d'appeler, l'appel est allé directement à la messagerie vocale, un présage des temps modernes. C'est à ce moment précis que j'ai enregistré également l'absence d'Ethan. Il était censé être allé vérifier l'installation audiovisuelle pour demain, mais un rapide coup d'œil a révélé que sa voiture de sport distinctive manquait parmi les véhicules garés par le voiturier. Un sentiment d'alarme picotant, étrangement familier au calme contre nature que je rencontrais parfois sur une scène d'incident critique juste avant que le chaos n'éclate, m'a envahi. J'ai décidé de vérifier les réseaux sociaux, un geste désespéré et avide. Sur un coup de tête, j'ai vérifié une application de partage de photos privées et rarement utilisée que nous utilisions tous les deux. Là, brièvement téléchargée puis rapidement supprimée, se trouvait une photo.
Mon cœur battait la chamade. J'ai réussi à la capturer juste à temps. Les données EXIF, un détail que la plupart des gens n'envisageraient pas, montraient qu'elle avait été prise il y a quelques minutes. L'image était celle d'une porte de chambre d'hôtel, numéro 1108, radicalement différente de notre suite nuptiale pré-réservée au 15e étage. Après 3 ans, je connaissais les habitudes numériques de Chloé, ses mots de passe sûrs, souvent des variations de l'anniversaire de sa grand-mère. Et puis, un souvenir horrible a fait surface, des messages récents d'Ethan, ostensiblement sur la logistique du mariage, mais parsemés d'un courant sous-jacent de badinage personnel et flirtant que j'avais rejeté comme son charme habituel. J'ai hâte de voir ta proposition de design ce soir, lisait-on dans l'un d'eux, que j'avais supposé à l'époque concerner son travail d'architecte. Maintenant, cela prenait un nouveau sens esséurant. Sans réfléchir une seconde, j'ai récupéré la carte clé de rechange qu'Ethan avait négligemment laissée sur la table plus tôt, juste en cas d'urgence avec le lieu. Le trajet en ascenseur jusqu'au 11e étage a semblé une éternité. L'ironie était une pilule amère. Le couloir était silencieux, le silence rompu seulement par le bourdonnement lointain d'une machine à glaçons industrielle et l'écho sourd de mes propres pas, ma main tremblant si violemment que j'ai failli laisser tomber la carte clé. La porte du 1108 s'est ouverte en cliquant avec un bip doux et vert. Je me suis glissé à l'intérieur, inaperçu. Il n'y a pas eu de cri immédiat, pas de précipitation frénétique pour claquer la porte. C'était pire. Ils étaient simplement là, Chloé dans un peignoir de soie que je ne reconnaissais pas, Ethan torse nu, tous deux figés en plein mouvement, leur visage un tableau de choc et de culpabilité. Mon esprit, un maelstrom d'incrédulité et d'horreur naissante, luttait pour traiter ce que je devais faire. Le premier instinct, presque primal, était de documenter. J'ai levé mon téléphone, l'application appareil photo déjà ouverte, et j'ai commencé à prendre des photos, chaque clic un clou dans le cercueil de notre relation. C'est alors qu'Ethan, son sang-froid revenant avec une vitesse glaçante, m'a finalement vu. Il n'a pas bronché, n'a pas essayé de se cacher. Au lieu de cela, un sourire narquois, arrogant et totalement dépourvu de remords, a retroussé ses lèvres. « Eh bien, c'est gênant », a-t-il dit d'une voix traînante, comme si j'avais simplement interrompu une réunion d'affaires. Pour être juste, Liam, elle n'a jamais vraiment été à toi pour commencer. Il s'est dirigé vers son propre téléphone, le ramassant avec un air désinvolte qui a fait bouillir mon sang. « Tu veux voir les messages ?» a-t-il raillé, sa voix dégoulinant de condescendance. « Depuis combien de temps penses-tu que ça dure ? Chaque fois que tu es dans un de ces héroïques services de 48 heures, devine qui elle appelle ?» Chloé, pendant ce temps, s'était effondrée sur le bord du lit, les larmes coulant sur son visage, ses sanglots étouffés et involontaires. Ce moment a été un changement sismique, une faille s'ouvrant dans le paysage de ma vie. Ce n'était pas simplement qu'Ethan m'avait pris quelque chose. C'était le poids écrasant d'années de son appropriation désinvolte de tout ce que je chérissais, son audace, sa croyance inébranlable qu'il avait, une fois de plus, gagné. J'ai rencontré son regard, un sourire froid et prédateur se formant sur mes propres lèvres, une promesse silencieuse de regret imminent gravée dans mes yeux. J'ai fait un pas en avant, et avec une fureur contenue que je ne savais pas posséder, j'ai lancé un crochet du droit qui a heurté la mâchoire d'Ethan avec un bruit sourd et esséurant. Il a reculé en titubant, une surprise authentique vacillant dans ses yeux que son frère perpétuellement calme et accommodant ait finalement craqué. L'impact nous a fait basculer tous les deux sur un bureau d'écriture délicat de l'hôtel, en voyant des lampes, un ordinateur portable et un plateau de service en chambre à moitié mangé s'écraser sur le sol. Chloé a crié, un son brut et terrifié, nous suppliant d'arrêter. Bien qu'Ethan ait porté quelques coups désespérés, il n'était pas de taille face à quelqu'un dont l'existence quotidienne impliquait un effort physique intense et des luttes à mort. Je l'ai attrapé par le col, le projetant contre la porte ornée de la salle de bain jusqu'à ce que le bois se brise. « Tu as sucé tout ce qui était à moi, Ethan, ai-je rugi, ma voix rauque de rage. Mon poing a de nouveau trouvé son visage, et à travers un rire dur, presque maniaque, je l'ai repoussé. « Tu n'as jamais vraiment rien pris, Ethan, ai-je craché, les mots empreints d'un triomphe amer. Tu t'es juste porté volontaire pour sortir mes poubelles. Je voulais qu'il comprenne, sans équivoque, qu'il ne pourrait jamais vraiment voler ce que j'avais gagné, ce que j'avais construit avec sueur et sacrifice. » Ethan, chancelant et à peine capable de se tenir debout, son visage un masque de compréhension naissante, a commencé à réaliser qu'il était totalement impréparé à affronter un homme qui se battait pour ce qui était à lui. La sécurité de l'hôtel, alertée par l'agitation, a fait irruption, leur visage sombre, et nous a séparés de force.
Mes jointures étaient à vif et saignaient, l'œil d'Ethan enflait déjà, sa lèvre fendue et suintant du sang. Alors qu'il m'éloignait, j'ai regardé Chloé, qui serrait les draps comme s'ils étaient un bouclier contre l'épave qu'elle avait copilotée. D'une voix étonnamment calme, dépourvue de toute émotion, j'ai dit, « Garde la bague, Chloé. C'est une zircone cubique, de première qualité. Elle n'a jamais été réelle. » J'ai savouré la façon dont son visage s'est froissé alors que les mots atterrissaient, un dernier coup de grâce. Plus tard, affalé sur le siège conducteur de mon camion dans le silence retentissant du garage de l'hôtel, j'ai passé les appels nécessaires, annulant le grand événement, les cautions perdues comme autant de confettis dans le vent. J'ai contacté mon superviseur, demandant tous les quarts de travail supplémentaires disponibles pour les semaines à venir, n'importe quoi pour me plonger dans le chaos familier du travail, pour engourdir la douleur cuisante. Après près d'une heure à fixer le mur de béton sans expression, j'ai finalement appelé mes parents, ma voix plate alors que je les informais que le mariage était annulé, une déclaration simple et brutale. Avant que je puisse élaborer, la voix de ma mère, aiguë d'alarme, m'a coupé. « Liam, que s'est-il passé? Comment as-tu pu attaquer ton frère comme ça? Nous t'avons mieux élevé. » De toute évidence, Ethan, toujours le marionnettiste, avait déjà tissé son récit, une frappe préventive pour contrôler l'histoire. Ma mère, sa voix tremblant de choc, m'a demandé s'il avait mentionné quelque chose à propos de ma fiancée. Avec un cri brut et brisé, j'ai crié « Oui, et ma fiancée, maman. Celle avec qui il couchait. » Ce n'était pas mon meilleur moment de maîtrise de soi, mais la réponse a été un silence stupéfait et mortel. Peu de temps après, la voix grave de mon père est venue à l'appareil. « Fils, il doit y avoir un terrible malentendu. » Ethan a dit que Chloé est venue le voir, désemparée, pleine de doutes sur le mariage, et qu'il la réconfortait simplement. À ce moment-là, avec ma mère pleurant audiblement en arrière-plan et mon père tentant de servir de médiateur dans l'impossible, j'ai compris avec une clarté glaçante que, une fois de plus, leur garçon en or, leur précieux Ethan, était apparemment intouchable, ses transgressions déjà en train d'être lissées, excusées. J'ai été consumé par une rage incontrôlable, mes mots grossiers et irrationnels. Après avoir mis fin à l'appel, le téléphone me semblait lourd dans la main, mes doigts endoloris à force de le serrer si fort. Ma tête me faisait mal, mon cœur un tambour frénétique contre mes côtes. Pourtant, sous la colère, une émotion plus froide, plus terrifiante, prenait racine. C'était comme si ma vie avait été coupée en deux, et je plongeais dans un abîme inconnu. Chloé était partie, le mariage un fantôme, et mes parents, avec une loyauté prévisible et déchirante, avaient déjà pris le parti d'Ethan. Pendant ce temps, Ethan était sans aucun doute quelque part, un sourire de satisfaction sur les lèvres, ayant une fois de plus échappé à une véritable conséquence. Au milieu de ce maelstrom, une question horrible s'effrayait un chemin dans ma conscience, depuis combien de temps cette mascarade durait-elle? Était-ce une trahison unique et impulsive, ou une tromperie prolongée et calculée, une moquerie s'étendant sur des mois, peut-être même des années? Ethan avait toujours possédé un instinct prédateur pour ce qui était à moi, et soudain, une autre pensée essayante m'a retourné l'estomac, Chloé était-elle la première? Une série de relations passées, de femmes en qui j'avais eu confiance, a défilé dans ma mémoire, un malaise grandissant resserrant son emprise. Ethan, avec son charme sans effort et sa présence magnétique, avait toujours été le centre de l'attention, un fait que je n'avais jamais remis en question, jusqu'à maintenant. J'avais besoin de réponses, d'un radeau de sauvetage dans cette mer de tromperie. J'ai parcouru mes contacts, mon doigt planant sur un nom que je n'avais pas composé depuis des années, Sarah. Quand elle a répondu, sa voix, prudente et inconnue après si longtemps, a demandé « Qui est-ce » ? C'est Liam, ai-je répondu, ma propre voix semblant distante. Après un temps de silence, je me suis lancé. « Sarah, je dois te demander quelque chose à propos d'Ethan. Quand vous étiez ensemble, est-ce qu'il t'a déjà trompé ?» Un rire sec, presque cynique, a crépité au téléphone. « Trompé » a-t-elle répété, son ton empreint d'une amertume lasse. Après 3 ans de silence, tu m'appelles de nulle part pour t'enquérir de la fidélité d'Ethan? Liam, quel que soit le pétrin dans lequel tu t'es fourré, je suis loin de faire partie de ce drame. Ma voix, plus dure que je ne l'avais prévu, a insisté. J'ai juste besoin de savoir, Sarah. A-t-il toujours été comme ça? Un long et lourd silence s'est étiré entre nous, jusqu'à ce que finalement, sa voix froide et résolue, elle dise, passe à autre chose, Liam, et la ligne est morte. J'ai fixé l'écran vide, une nouvelle vague de fureur m'envahissant. Sarah savait quelque chose,
je pouvais le sentir, mais elle n'était pas disposée à partager. Je n'avais pas besoin d'elle, pas encore. J'avais ma propre enquête à mener. J'ai empoché le téléphone, tourné la clé dans le contact, et suis sorti du garage, une sombre détermination se solidifiant en moi. Demain, j'affronterai mes parents, non pas avec des accusations, mais avec des preuves irréfutables de ce que leur garçon en or était vraiment devenu. Le lendemain matin, juste au moment où je me préparais à partir, mon téléphone a vibré. C'était Sarah. Avec un nœud d'appréhension, j'ai répondu, me préparant à une autre escarmouche émotionnelle, mais sa voix était différente, plus douce, teintée d'une émotion que je ne pouvais pas tout à fait cerner. Liam, je suis tellement désolé pour hier. Je ne connaissais pas l'ampleur de la situation. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu, le silence lourd de mots non dits. Après une profonde et tremblante respiration, elle a continué, il y a quelque chose que tu dois savoir sur Ethan. Quelque chose de vital. Pouvons-nous nous rencontrer? Nous avons convenu de nous retrouver dans un restaurant calme et isolé, un endroit que je fréquentais après des quarts de travail particulièrement épuisants. Quand je suis arrivé, Sarah avait l'air différente de mes souvenirs. Elle se tenait avec un nouvel air de confiance, bien qu'une nervosité subtile se trahisse dans la façon dont elle tripotait sa tasse de café. Elle n'a pas perdu de temps. Après ce qu'il a fait, à toi, et à Chloé, tu mérites la vérité nue. Elle a fait glisser son téléphone sur la table, affichant une série de photographies d'un petit garçon chérubin, peut-être de 2 ans, avec une touffe de boucles noires, de grands yeux intelligents et un sourire enchanteur. Voici Noah, dit-elle, sa voix tremblant presque imperceptiblement. Ton neveu. Pendant un moment, les mots ne se sont pas enregistrés. Puis, la révélation m'a frappé avec la force d'un coup physique. Ethan avait un fils? Pourquoi cacherait-il quelque chose de si monumental? Sarah a laissé échapper un autre rire, celui-ci totalement dépourvu d'humour. Elle a expliqué que lorsqu'elle lui avait avoué en larmes sa grossesse, il avait été apoplectique, affirmant qu'un enfant ferait dérailler son image soigneusement construite, sa trajectoire de carrière fulgurante. Il avait proposé, puis exigé, qu'elle interrompe la grossesse. Quand elle a refusé, il l'a contrainte à signer un accord de non-divulgation en béton en échange d'importantes pensions alimentaires mensuelles, à condition de son silence absolu. Il était le père, mais il ne voulait aucune reconnaissance publique, surtout pas envers nos parents. En regardant de plus près les photos, je l'ai vu, la même fossette distinctive sur la joue gauche du garçon qu'Ethan possédait. Impossible. Mais les preuves s'accumulaient. Sarah a fait défiler des captures d'écran de messages et de mails cryptés, une archive sordide des tromperies d'Ethan alors qu'ils étaient ostensiblement un couple engagé, des flirts avec d'autres femmes, des rencontres clandestines. Et parmi eux, de manière glaçante, se trouvaient des messages de Chloé, initiés il y a près de 8 mois, lorsque Chloé et moi étions déjà fiancés, plongés dans les affres de la planification du mariage, discutant des arrangements floraux et des listes d'invités. « Pourquoi me montres-tu tout ça maintenant » ai-je demandé, ma voix un murmure rauque. « Parce que j'en ai fini avec ces mensonges » a-t-elle répondu, sa voix d'acier. « Et ta famille, Liam, ils méritent de connaître l'homme qu'ils idolâtrent. » Puis, après une pause tendue, elle a ajouté, « Il y a plus. » Ethan s'est systématiquement attribué le mérite de tes innovations professionnelles au service ambulancier. Quoi? Comment peux-tu savoir ça? Ai-je demandé, stupéfait. Marcus, dit-elle, nommant un collègue de ma station, un homme qui avait toujours semblé trop curieux de mes projets en cours et qui animait un podcast populaire sur les avancées des interventions d'urgence. Il s'avère que Marcus a fourni à Ethan des informations détaillées sur tes protocoles de réanimation avancés, tes initiatives de formation en RCR communautaire, même tes propositions de reconnaissance d'urgence assistée par drone, qu'Ethan a ensuite reconditionné et présenté au Conseil municipal de la santé et de la sécurité comme ses propres concepts révolutionnaires. C'est ainsi qu'il a décroché ce contrat de consultation lucratif avec la ville l'année dernière, Liam. Il a utilisé ta proposition détaillée pour un réseau de soins d'urgence mobile pour les AVC à l'échelle de la ville. Ma tête tournait. Le garçon en or n'avait pas seulement eu de la chance, il avait construit son empire étincelant sur une base de mensonges, de vols et de manipulation. Et maintenant, je détenais la dynamite pour tout faire s'effondrer. Sarah, sa voix maintenant calme, presque sereine, a demandé, « Alors, Liam, qu'est-ce que tu vas faire ?» Un sourire lent et délibéré s'est étendu sur mon visage, le genre qui signale une reprise de contrôle. Demain, ai-je répondu, je vais présenter mes parents à leur petit-fils. J'ai demandé si elle serait prête à m'accompagner chez mes parents.
Après un moment d'hésitation, principalement à cause de l'accord de non-divulgation. Et si c'était moi qui racontais l'histoire, ai-je suggéré, et que tu étais simplement là en tant que témoin, pour corroborer les faits? Après un moment de contemplation, elle a hoché la tête. Cela semble juste. Dimanche soir, nous sommes arrivés à la vaste maison de banlieue de mes parents, la même maison où une vitrine en verre étincelante affichait fièrement les innombrables trophées et récompenses d'Ethan, tandis que mes propres médailles de service et mentions du service ambulancier gisaient largement oubliées dans un tiroir poussiéreux. Quand ma mère a ouvert la porte, son expression était celle d'une surprise polie. « Sarah, quelle belle surprise! Ça fait bien trop longtemps. » J'ai répondu avec désinvolture, « Elle est avec moi, maman. » Alors que nous entrions, mon père, installé dans son fauteuil en cuir préféré, absorbé par un tournoi de golf, a froncé les sourcils en remarquant mes jointures encore contusionnées. « Liam, si tu es venu t'excuser auprès de ton frère pour cette démonstration honteuse. »« Il n'est pas là, papa, ai-je interrompu doucement. »« Je sais. C'est précisément pour ça que je suis venu. » J'ai fait signe à Sarah de s'asseoir. « Il y a quelque chose dont vous devez tous les deux être au courant. » J'ai affiché la première photo de Noah sur mon téléphone et je l'ai tendue à ma mère. Mon père s'est penché, sa curiosité initiale se transformant en un air de véritable plaisir. « Quel beau petit garçon! C'est l'enfant de qui? » Ma voix, bien que stable, était parcourue d'un tremblement. « C'est mon neveu, papa. Le fils d'Ethan. » À cet instant, la couleur a quitté le visage de mes parents. Mon père a arraché le téléphone, examinant l'image avec des yeux grands et incrédules. « Ça ne peut pas être. Si Ethan avait un fils, il nous l'aurait dit. » C'est Sarah qui a parlé alors, sa voix claire et inébranlable. « Il m'a fait signer un accord de confidentialité, promettant que je ne parlerai jamais de Noah. Il fournit un soutien financier, mais il n'a jamais voulu nous reconnaître, ni à vous, ni à moi. » J'ai balayé vers une autre photo, Noah dans un parc, son visage illuminé de rire, cette fossette familiale indéniable bien en vue. « Mon Dieu, » a murmuré ma mère, sa main volant à sa bouche. « Il ressemble tellement à Ethan à cet âge. » Mon père a complété la pensée, sa voix creuse, alors que je récupérais mon téléphone pour afficher les captures d'écran accablantes que Sarah avait fournies. Les preuves étaient irréfutables, Ethan avait systématiquement trompé chaque partenaire, y compris ma fiancée, pendant au moins 8 mois. Mes parents étaient assis dans un silence stupéfait alors que je leur montrais message après message, chacun horodaté, chacun une nouvelle poignardée de trahison. J'ai ensuite exposé le vol de propriété intellectuelle, expliquant comment Ethan, avec la complicité de Marcus, avait volé mon travail, le présentant comme le sien pour obtenir des contrats et des récompenses de la ville. Mon père, secouant la tête, marmonnait encore à propos d'une explication possible, d'un malentendu. C'est à ce moment précis, presque théâtralement chronométré, que la porte d'entrée s'est ouverte et qu'Ethan est entré. En nous voyant tous réunis, sa bravade a vacillé. Ses yeux ont dardé de Sarah, au téléphone dans ma main, puis à ses parents. Les ecchymoses sur son visage dus à mon poing étaient encore visibles. « Qu'est-ce qu'elle fout ici ?» a-t-il grogné, sa voix empreinte de fureur. Ma mère s'est levée, les larmes coulant sur son visage. « Ethan, est-ce vrai? As-tu un fils ?» L'expression d'Ethan a traversé une série rapide de calculs, se fixant finalement sur une arrogance froide et méprisante. Sarah est délirante. Cet enfant pourrait être de n'importe qui. Arrête de mentir, Ethan, a rétorqué Sarah, sa voix résonnant de conviction. J'ai les résultats du test ADN ici même dans mon sac. Noah est ton fils, et ces gens sont ses grands-parents. Mon père, son visage gravé d'une profonde déception qu'il a vieilli de plusieurs années en un instant, s'est levé lentement. Nous t'avons fait confiance, Ethan. Nous t'avons toujours soutenu. Nous avons essayé de te faire sentir comme un vrai membre de cette famille, et c'est ainsi que tu rembourses cette confiance? En mentant, en blessant ton propre frère? Ethan a laissé échapper ce rire familier et condescendant, celui que j'avais enduré 1 million de fois. Oh, pauvre Liam, toujours le martyr. Tu veux savoir pourquoi Chloé est venue me voir? Parce qu'elle s'ennuyait. Parce que toi, avec ta noble profession qui sauve des vies. Il n'a jamais fini la phrase. Mon père, dans une démonstration d'émotion brute que je n'avais jamais vue en 34 ans, a giflé Ethan violemment au visage. Sors de ma maison, a-t-il rugi, sa voix se brisant d'une douleur qui reflétait la mienne. Ethan est resté, momentanément paralysé, sa main allant instinctivement à sa joue cuisante,
juste au-dessus de la marque que j'avais déjà laissée. Ses yeux se sont rétrécis avec une menace venimeuse. Très bien. Mais n'attends pas un centime de plus de moi. Plus de subventions pour ton style de vie, plus de renflouement. Tu es seul maintenant. Sur ces derniers mots, il est sorti en trombe, la porte d'entrée claquant avec un dernier bruit sourd et retentissant. Mes parents se sont affalés sur le canapé, brisés. Ma mère pleurait ouvertement, ses mots un torrent de regrets. Je suis tellement désolé, Liam. Nous ne savions pas, nous étions si aveugles. Ce n'était pas la vengeance triomphante que j'avais peut-être fantasmée, mais une tristesse creuse et douloureuse. Après que Sarah, promettant d'organiser une visite avec Noah, soit partie, je suis resté avec mes parents pendant plusieurs heures. Ils m'ont bombardé de questions sur leur petit-fils nouvellement découvert. Quand est-il né? A-t-il des allergies? Est-il intéressé par les dinosaures ou les camions de construction? Je leur ai dit qu'il semblait intéressé par les deux, bien que je ne sois pas entièrement sûr des détails. Lundi matin, j'ai systématiquement démantelé les vestiges du mariage. Conseil de pro, lorsque les fournisseurs découvrent que votre frère a une liaison avec votre futur marié, leurs politiques de remboursement deviennent remarquablement souples. La plupart ont offert au moins un remboursement de 80%. Même le lieu notoirement inflexible a cédé. Pour les quelques récalcitrants, j'ai subtilement fait allusion au pouvoir des critiques en ligne détaillées et largement diffusées. Pendant ce temps, les messages et les appels de Chloé étaient un barrage incessant. D'abord sont venues les excuses larmoyantes, puis les accusations, je ne l'ai jamais fait se sentir chéri, je travaillais trop d'heures, suivi d'un retour rapide à des supplications désespérées de pardon. La plus récente était un message vocal décousu, ces mots presque inintelligibles à travers des sanglots saccadés, avouant un moment de folie et affirmant qu'Ethan l'avait habilement manipulé. Je ne l'ai pas bloqué. J'ai laissé les messages s'accumuler, une archive numérique de son effondrement, au cas où il s'avérerait utile plus tard. De plus, il y avait une satisfaction sombre, presque perverse, à assister à son implosion auto-infligée. Le développement le plus intrigant s'est produit mardi. Vous vous souvenez de Marcus, le collègue qui avait divulgué mon travail professionnel à Ethan? Je l'ai acculé pendant le changement de car, exposant tout ce que je savais, y compris la corroboration de Sarah. Il a pâli, balbutiant à propos des enquêtes occasionnelles et de curiosités professionnelles. Laisse tomber, Marcus, ai-je dit, ma voix comme de la glace. Tu as deux choix. Soit tu m'aides à le clouer au mur, en fournissant toutes les preuves que tu as, soit je vais dans le bureau du chef cet après-midi et je détaille ton habitude de dormir pendant les quarts de nuit et de falsifier les registres de couverture. Marcus, sans surprise, a choisi l'autopréservation. Avec sa coopération, maintenant très volontaire, nous avons compilé un dossier accablant, email, conversations enregistrées, calendrier de projet, tout démontrant l'appropriation systématique de mes idées par Ethan, qu'il a ensuite présenté comme les siennes lors de réunions de haut niveau avec des responsables de la ville et lors de conférences de l'industrie. J'ai transmis l'ensemble du dossier, complet avec des eurodatages prouvant que mes concepts précédaient les innovations d'Ethan de plusieurs mois, parfois des années, au conseil d'éthique de son incubateur technologique et à leurs principaux investisseurs en capital risque. J'ai même inclus un addendum méticuleusement documenté détaillant comment il avait facturé la ville pour des services de consultation basés sur des protocoles d'intervention d'urgence, développés par un véritable ambulancier de vol sur le terrain. Et je ne me suis pas arrêté là. Vous vous souvenez de l'insistance d'Ethan à gérer les contrats d'hôtel et de fournisseurs pour le mariage? Il s'est avéré qu'il avait facturé une partie importante des dépenses, suite premium, champagne, dîner somptueux, à son compte de dépenses d'entreprise, les classant comme divertissement client et relation avec les investisseurs, ajoutant ainsi la fraude d'entreprise à son curriculum vitae déjà impressionnant de vol de propriété intellectuelle et de trahison personnelle. Dimanche, et encore mercredi matin, j'ai reçu un appel de Sarah. Cette fois, ses larmes étaient un mélange complexe de chagrin et de soulagement naissant. Elle m'a informé que mes parents, en particulier ma mère impatiente qui avait obtenu le numéro de Sarah, avaient pris contact dès lundi et s'étaient arrangés pour rencontrer Noah dans un parc local jeudi. Autant que je sache, Ethan restait heureusement inconscient de cette relation naissante entre grands-parents et petits-fils. Sarah a mentionné que les dépôts de pension alimentaire n'avaient pas changé, mais qu'un examen formel était imminent. Je l'ai assuré que ce n'était pas un problème. Mercredi après-midi, mon téléphone a explosé avec une série de SMS frénétiques et abusifs d'Ethan. Qu'est-ce que tu as fait? Mon PDG vient de me convoquer à une réunion d'urgence du conseil d'administration. Espèce de traître. Je n'ai pas répondu,
content de le laisser mijoter dans le bouillon toxique de sa propre fabrication. Jeudi matin, pendant mon quart de travail, la télévision de la salle de pause était réglée sur une chaîne d'information financière. Un bandeau d'actualité défilait sur l'écran, le PDG d'un important incubateur technologique sous enquête éthique, un cadre clé suspendu. Mon capitaine, remarquant mon attention captivée, s'est approché. « N'est-ce pas la société de ton frère, Liam ?» a-t-il commenté, un éclair de malice dans l'œil. Essayant de feindre une indifférence désinvolte, j'ai confirmé que c'était le cas. Il a ri. Le monde est plein de charlatans qui essaient de prendre des raccourcis. Puis, me regardant plus attentivement, il a ajouté, « Tu as l'air remarquablement joyeux pour un homme dont le mariage vient d'être annulé. » J'ai simplement haussé les épaules. Mon capitaine a ri de nouveau. « Souviens-toi juste, lieutenant, ne me mets pas en colère. » Le même après-midi, Chloé s'est matérialisée à la station. Elle ressemblait à un fantôme, les yeux gonflés et injectés de sang, les cheveux emmêlés, une aura de désolation totale s'accrochant à elle. Elle s'est précipitée vers moi, sa voix une supplication désespérée. « Liam, s'il te plaît, j'ai fait une erreur catastrophique. Nous pouvons arranger ça. » Je n'ai rien dit, j'ai simplement fait un geste vers mon camion, indiquant que si elle insistait pour avoir cette conversation, ce serait en privé, loin des yeux curieux de mon équipe. Mia, visiblement en pleine déconfiture, s'est lancée dans une explication décousue. Ethan était juste, toujours si attentif, il était là, pendant ces longs quarts de 24 ou 48 heures que tu faisais. Je l'ai coupé, ma voix plate. Si tu vas blâmer mon travail pour ton infidélité, Chloé, au moins respecte l'horaire. C'est 24 ou 72. Elle a tressailli mais a insisté. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que, je me suis laissé emporter par l'attention. Je me suis senti, vu. Mais ce que nous avions, Liam, c'était réel, n'est-il pas trop tard pour essayer? Ma réponse a été brutale. Tu as fait ton lit, Chloé. Maintenant, tu dois y dormir. Les larmes ont monté à ses yeux, ses mains tremblant. Je ferai n'importe quoi, a-t-elle murmuré. Reporter le mariage, thérapie, tout ce qu'il faudra. À ce moment précis, mon téléphone a vibré avec une alerte d'actualité. J'ai jeté un coup d'œil à la notification, un sourire sans humour touchant mes lèvres avant de tourner l'écran vers elle. Le titre était brutal, un cadre technique licencié sur fond de fraude d'entreprise et de vol de propriété intellectuelle. Le sang a quitté son visage. C'est Ethan, a-t-elle balbutié. Oui, ai-je confirmé. On dirait que sa carrière fulgurante vient d'exploser en supernova. Au revoir, loft chic. Au revoir, supercar électrique. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée, aucun mot ne sortant. Elle a insisté sur le fait que tout était un malentendu, que ses détracteurs étaient simplement envieux. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un rire dur. Tu crois vraiment ce charmeur? Celui qui a commodément oublié de mentionner qu'il avait un fils? Celui qui couchait avec la fiancée de son propre frère tout en planifiant leur mariage? Et tu pensais qu'il était l'honnête? Ses yeux se sont agrandis, un éclair de confusion, puis d'horreur naissante. Quoi, a-t-elle respiré? Tu ne le savais pas, n'est-ce pas, ai-je dit, en remuant le couteau dans la plaie. Ethan a un fils. J'ai de nouveau sorti mon téléphone, j'ai balayé vers la photo de Noah, et je l'ai levé. Voici Connor. Le neveu de ton ex-fiancé. Elle a fixé l'image, son visage un maelstrom d'émotions contradictoires. Soudain, son propre téléphone a sonné, le nom d'Ethan clignotant sur l'écran. Elle a hésité, puis, d'une main tremblante, a rejeté l'appel. Qu'est-ce que je fais, a-t-elle murmuré, l'air complètement perdu. Oh, je ne sais pas, Chloé, ai-je répondu, ma voix dégoulinant de sarcasme. Plus mon cirque, plus mes singes. J'ai ouvert la portière de mon camion et je suis monté. Mais avant de partir, je lui ai jeté un dernier regard persistant. Si j'étais toi, je surveillerais mes arrières. Un homme qui a tout perdu n'a absolument plus rien à perdre. Sans attendre de réponse, j'ai démarré le moteur et je l'ai laissé debout sur le parking, une silhouette solitaire et brisée. Ce gâchis particulier n'était officiellement plus mon problème. De retour à la station, j'ai croisé Maya, l'une de nos ambulancières les plus expérimentées, une femme que je connaissais depuis des années. Elle possédait une capacité étrange à éclaircir même les jours les plus sombres, une force tranquille qui semblait absorber le stress ambiant. « Tu vas bien ?»
lieutenant, a-t-elle demandé, son regard se posant sur la silhouette de Chloé en retraite, encore visible au loin, ressemblant à une réfugiée d'une tragédie grecque. J'ai laissé échapper une longue et lente respiration. Je viens de déblayer les derniers débris de ma vie, Maya, ai-je dit, un fantôme de sourire sur les lèvres. Puis, avec un éclair de malice dans les yeux, Maya a dit, « Alors, tu vas un jour me laisser t'offrir ce verre de célébration où tu as échappé à accent grave une balle, ou vas-tu maintenir cette attitude de loup solitaire qui ne fait confiance à personne indéfiniment ?» J'ai cligné des yeux. L'idée de sortir avec quelqu'un, de m'ouvrir à nouveau, n'avait même pas effleuré la périphérie de mon esprit. Mais la façon dont elle l'a dit, si terre à accent grave terre, si dépourvue de pression, semblait différente. « Donne-moi quelques semaines pour me décontaminer, ai-je répondu, un rire sincère m'échappant pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité. Compris, a-t-elle dit avec un sourire, et elle est partie, me laissant avec le sentiment surprenant et inattendu que peut-être, juste peut-être, aller de l'avant n'avait pas à être une lutte herculéenne. Pendant ce temps, l'implosion spectaculaire d'Ethan était loin d'être terminée. Vous vous souvenez de son licenciement pour violations éthiques et fraude? Ce n'était que l'ouverture. Le comité d'éthique, non content d'un simple licenciement, l'avait signalé au Federal Financial Crime Enforcement Network et au State Security Board. Sa licence de courtier négociant était maintenant en cours d'examen actif, le rendant effectivement inemployable dans son industrie choisie. Sa carte de crédit d'entreprise en platine avait été annulée sans ménagement, et malgré son salaire auparavant exorbitant, il est devenu évident qu'il avait vécu de manière précaire, de salaire en salaire, criblé de dettes et possédant des économies minimes. Je savais tout cela parce que mes parents étaient devenus les destinataires involontaires de ces appels de plus en plus désespérés, souvent abusifs, exigeant une aide financière. C'était un retournement de situation étrange, presque surréaliste, d'être celui qui n'était pas le dernier à entendre les nouvelles de la famille. Chloé, elle aussi, était dans une spirale autodestructrice. Elle avait perdu son poste prestigieux au cabinet d'architecte, non pas à cause d'un scandale, mais parce qu'elle avait simplement cessé de se présenter à la suite de notre mariage annulé. Son ancienne colocataire, qui devait être demoiselle d'honneur, m'a appelé la semaine dernière, sa voix pleine d'inquiétude, signalant que Chloé passait ses journées sans énergie sur le canapé, ne faisant aucun effort pour trouver un nouvel emploi, insistant de manière obsessionnelle sur le fait qu'elle pouvait arranger les choses avec moi. J'ai conseillé à la colocataire d'encourager Chloé à chercher de l'aide professionnelle, puis, pour ma propre santé mentale, j'ai bloqué le numéro de Chloé, ne voulant pas être un réceptacle pour ses divagations délirantes. La situation a atteint un nouveau nadir pathétique hier soir. J'étais à la maison, essayant de me perdre dans un match de hockey, lorsqu'un coup de poing frénétique et agressif a retenti à ma porte d'entrée vers 11 heures. En regardant par le Judas, j'ai failli reculer. C'était Ethan, ressemblant à un clochard. Une ecchymose fraîche et violacée ornait son œil, ses vêtements étaient froissés et tachés, et l'odeur âcre d'alcool bon marché s'accrochait à lui comme une seconde peau. Il ne ressemblait en rien à l'innovateur technologique raffiné et confiant qu'il incarnait autrefois. « Laisse-moi entrer, Liam, a-t-il dit d'une voix pâteuse, en essayant de se frayer un chemin devant moi alors que j'ouvrais la porte d'un entrebâillement. Je l'ai refermé. « Qu'est-il arrivé à ton œil, Ethan » ai-je demandé, ma voix dépourvue de sympathie. Il semblait à peine enregistrer la question, comme si la blessure était un détail insignifiant. Il a marmonné quelque chose à propos d'une dispute dans un bar miteux, un type qui l'avait frappé par surprise. Pour couronner ses malheurs, il avait apparemment été expulsé de son loft et était maintenant réduit à vivre dans un motel sordide, où sa dernière carte de crédit venait d'être refusée. La partie la plus exaspérante était son manque total de contrition, il ne cherchait pas de compassion, il semblait sincèrement s'attendre à ce que je lui offre un refuge, comme si c'était son droit indiscutable. Juste au moment où j'allais claquer la porte, il a coincé son pied dans l'ouverture. « Je suis ton frère, Liam » a-t-il plaidé, sa voix se brisant. Un rire froid et sans joie m'a échappé. « Non, Ethan, tu ne le es pas. Tu es juste le chien errant que mes parents ont ramassé et ont inexplicablement décidé qu'il valait plus que leur propre fils. » Son visage s'est tordu d'une lueur de douleur, mais je ne lui ai pas permis de parler. « Et si on parle de famille, un vrai frère ne te poignarde pas dans le dos. Un vrai frère ne vole pas le travail de ta vie, ne couche pas avec ta fiancée, et ne construit certainement pas toute sa carrière sur un tas de fumier de mensonges. Tu es juste un escroc, Ethan, une fraude, et maintenant, apparemment, un sans-abri. » Il a essayé de discuter, de dévier, mais ses mots se sont transformés en un appel décousu à son sens inné du droit, insistant sur le fait que malgré tout,
son statut préférentiel devrait toujours tenir. Enragé, j'ai enlevé son pied de la porte avec un coup de pied. Va te loger avec un de tes potes technologiques de haut vol, Ethan. Ou mieux encore, Essemia. Voici il te reste des amis. Parce que pour le moment, même ton propre père ne veut rien avoir à faire avec toi. Sur ce, j'ai commencé à fermer la porte, le laissant sur le porche alors qu'il continuait à crier des récriminations, m'accusant de sa chute, de ruiner sa vie. C'est alors, pour le plus bref des instants, que j'ai vu une lueur de quelque chose de nouveau dans ses yeux, une compréhension naissante et terrifiée que les actions, même les siennes, ont des conséquences. Finalement, alors que la porte était presque fermée, son ton a changé, devenant doux, presque suppliant. J'ai besoin d'aide, Liam, je pense que j'ai un problème de drogue. Toujours la victime, pensais-je avec dégoût. Ethan, tu as une multitude de problèmes, ai-je répondu, ma voix dure. Mais aucun d'entre eux n'est plus ma responsabilité. Où suis-je censé aller, a-t-il gémi. J'ai pointé du doigt un refuge pour sans-abri bien entretenu dans la rue, un endroit où j'avais personnellement aidé à installer un système d'extinction d'incendie amélioré l'année dernière. Dis-leur que le lieutenant Reed t'a envoyé, ai-je marmonné. Son visage s'est tordu de révulsion. Un refuge? Je ne suis pas un clochard. J'ai claqué la porte. Pendant plusieurs minutes, il a martelé dessus, sa voix montant en un torrent d'obscénités, toujours incrédule que la faute de sa situation puisse reposer ailleurs que sur moi. Ma voisine, une détective d'homicide à la retraite, est finalement sortie sur le pas de sa porte, et j'ai entendu les tentatives futiles d'Ethan de la persuader de lui prêter son téléphone. Finalement, il a trébuché dans la nuit, mais pas avant de beugler que ce n'était pas fini. Le lendemain matin, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'était Sarah. Liam, Ethan s'est présenté à mon appartement à 3 heures du matin, ivre et agressif, exigeant de voir Noah. J'ai appelé la police. Ils l'ont emmené, mais m'ont conseillé d'obtenir une ordonnance de non-communication immédiatement. Je l'ai rencontré au palais de justice, l'aidant à remplir les formalités. Un ami de mes jours d'académie, maintenant capitaine de police, a promis d'accélérer le processus. Pendant ce temps, la dynamique familiale restait fracturée. Mon père, rongé par la culpabilité, recherchait des centres de désintoxication pour Ethan. Ma mère était une épave, déchirée entre le fils monstrueux qu'Ethan était devenu et l'image idéalisée qu'elle avait minutieusement aidé à créer. J'essayais simplement de protéger les passants innocents, Sarah et Noah, des retombées de l'auto-immolation d'Ethan. Finalement, Ethan avait épuisé les gens à manipuler, les vies à piller. Son charme de garçon en or s'était finalement corrodé. Quand il ne lui restait plus rien à prendre? Je ne me réjouis pas de sa ruine, mais je n'en perds pas le sommeil pour autant. Il a choisi son chemin, a brûlé ses ponts, et maintenant il fouille les cendres, se demandant pourquoi personne ne lui tend la main. Les actions ont des conséquences. Je veillerai à ce qu'il en ressente chacune. Surtout lorsqu'il s'agit de trahir sa famille, comme profaner la sainteté des fiançailles d'un frère. Le sentiment de malaise persistant du message de Sarah a été étonnamment bref. Dès que j'ai raccroché le téléphone, un autre message a sonné. C'était Maya. Et, lieutenant. Tu évites toujours ce verre? Tes semaines de solitude auto-imposée sont officiellement terminées. Un sourire sincère s'est étendu sur mon visage. J'ai répondu par SMS, je t'en dois une. Vendredi à 19 h? Ne sois pas en retard. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, je ne rejouais pas le passé, ne m'attardais pas sur les trahisons, ni sur les mariages annulés, ni sur une loyauté familiale biaisée qui n'avait jamais vraiment existé. J'étais juste un homme qui faisait des projets avec quelqu'un qui me voyait, simplement et sans équivoque, pour qui j'étais. Et peut-être que ça, après tout, était la forme de vengeance la plus puissante, et le chemin le plus vrai vers la guérison.